En 476 après Jésus-Christ, un chef barbare nommé Odoacre dépose le dernier empereur romain d'Occident, un gamin de 16 ans, Romulus Augustule, le nom le plus ironique de toute l'histoire. Et voilà, rideau, fin de l'Empire romain. C'est ce qu'on vous a appris à l'école. Mais voici ce qu'on ne vous a pas dit. À cet instant supposément apocalyptique, Rome continuait d'exister. Ses lois s'appliquaient, ses légions marchaient, ses empereurs régnaient, juste pas au bon endroit pour nos manuels scolaires. Et si je vous disais que l'idée même d'une chute de Rome est une construction, une fiction commode inventée des siècles plus tard, par des historiens qui avaient besoin d'un point de rupture propre dans un récit chaotique et infiniment plus complexe, aujourd'hui on va tout déconstruire. On va parler de ce que les grands empires nous cachent sur leur propre fin. On va parler d'une transformation si lente, si progressive, que personne ne l'a vécue comme une catastrophe. On va parler de ce que les historiens modernes pensent vraiment. Et on va comprendre pourquoi cette question n'est pas seulement historique, elle est terriblement actuelle. Restez jusqu'à la fin. La dernière partie va changer la façon dont vous regardez le monde aujourd'hui. Commençons par poser les bases. Pendant des générations, l'histoire de Rome a été racontée comme un drame en 3 actes. Acte 1, la grandeur. Acte 2, la décadence. Acte 3, la chute. Un arc narratif parfait. Trop propre. Le problème, c'est que l'histoire ne fonctionne jamais comme ça. Elle ne connaît pas les fins de chapitre. Elle ne respecte pas nos besoins de clarté. Alors d'où vient cette date de 476? En grande partie d'un seul homme, Edward Gibbon. Historien anglais du XVIIIe siècle. Son œuvre monumentale, Déclin et chute de l'Empire romain, publiée entre 1776 et 1789, a littéralement inventé la structure narrative que nous utilisons encore aujourd'hui. Gibbon écrit au siècle des Lumières. Il a besoin d'une leçon morale. Il veut montrer que la décadence mène aux catastrophes. Et 476 est sa date charnière parfaite. Mais Gibbon lui-même n'était pas naïf. Il savait que l'Empire d'Orient continuait. Il savait que la rupture était floue. Il a choisi 476 parce que ça servait son propos. Et voici le premier grand secret que personne ne vous dit à l'école. En 476, personne ne savait qu'un empire était tombé. Pas Odoacre, pas le peuple romain, pas les légions, pas le pape. La vie continuait. Le droit romain s'appliquait. Les impôts étaient collectés, le Sénat siégeait encore à Rome, les marchés fonctionnaient. Ce que nous appelons la chute était pour les gens qui la vivaient juste un changement de chef, comme il y en avait eu des dizaines avant. Le vrai empire romain, Constantinople, la nouvelle Rome, allait survivre pendant encore 1000 ans. 1000 ans. L'empire byzantin n'est pas une continuation pittoresque, c'est Rome. Ses empereurs se proclamaient Basileus Romaeon, empereur des Romains. Ils utilisaient le droit romain. Ils parlaient latin dans leurs textes officiels pendant des siècles. Alors que s'est-il passé en 476 exactement? Un roi barbare a décidé qu'il n'avait plus besoin du titre « roi sous l'autorité de Rome » et a envoyé les insignes impériaux à Constantinople. C'est tout. C'est littéralement tout ce qui s'est passé ce jour-là. Et c'est ça que nos manuels ont transformé en apocalypse civilisationnelle. Si Rome n'est pas tombée en un jour, comment s'est-elle vraiment transformée? La réponse tient en un seul mot. Lenteur. Imaginez que vous êtes un marchand romain de la ville d'Arles, en Gaule, en l'an 400. Votre père vous a appris à lire en latin. Vous payez vos impôts à un fonctionnaire impérial. Vous adorez les jeux du cirque. Même si depuis quelques décennies, il y a moins de gladiateurs et plus de courses. Votre quartier accueille quelques familles wisigothes bien intégrées, dont les fils servent parfois dans l'armée romaine. Vous mourrez en 430, sans jamais avoir eu le sentiment de vivre dans un empire qui s'effondre. Votre fils naîtra dans un monde légèrement différent. Votre petit-fils dans un monde encore plus différent. Et votre arrière-petit-fils, né vers 490, vivra dans un royaume wisigoth, mais parlera latin, priera dans une église chrétienne. Hérité de Rome, et sera gouverné par des lois directement adaptées du code théodosien. A-t-il vécu la chute de Rome, ou simplement la transformation progressive de son monde?
C'est le paradoxe fascinant que les historiens appellent aujourd'hui la transformation de l'Antiquité tardive. Les peuples qu'on nomme barbares, wisigoths, ostrogoths, francs, burgondes, ne voulaient pas détruire Rome, ils voulaient être Rome. Alaric, le chef wisigoth qui saccage Rome en 410, événement traumatisant, s'il en est, avait passé sa vie entière à essayer d'obtenir un titre militaire romain officiel. Il voulait être magister militum, général en chef de l'armée impériale. L'Occident le lui avait refusé. Le sac de Rome de 410, c'est en partie la vengeance d'un homme qu'on a insulté. Théodoric l'Ostrogoth, qui contrôle l'Italie de 493 à 526, s'entoure de conseillers romains, maintient le Sénat, préserve les monuments, fait traduire les auteurs grecs en latin. Son régime est à bien des égards plus romain que certains empereurs légitimes du IIIe siècle. Alors qu'est-ce que la chute? Les historiens modernes ont une réponse plus subtile. Ils parlent de plusieurs processus simultanés et entrelacés. Premièrement, la fragmentation politique. L'autorité centrale s'est érodée progressivement, pas en un jour, sur 2 siècles. Chaque province devient de plus en plus autonome. Les généraux locaux prennent le pouvoir. Les réseaux d'approvisionnement se localisent. Deuxièmement, la transformation économique. Les grandes routes commerciales ne disparaissent pas du jour au lendemain. Elles se rétrécissent. Les échanges interrégionaux diminuent. L'économie monétaire recule dans certaines zones au profit du troc et de l'autosuffisance locale. Pas une catastrophe, une adaptation. Troisièmement, le changement démographique. Les grandes vagues migratoires, que nos livres appellent les invasions barbares, sont en réalité des mouvements complexes, souvent négociés, parfois violents, mais rarement une invasion militaire au sens moderne. Des peuples entiers se déplacent, s'installent, se mélangent. Quatrièmement, la transformation culturelle et religieuse. Et c'est peut-être le plus important. Le christianisme ne tue pas Rome. C'est la version Gibbon, simpliste. Mais il transforme profondément l'identité de ce qu'être romain signifie. L'appartenance civique, politique, militaire cède progressivement la place à une appartenance religieuse et communautaire. Résultat, Rome ne tombe pas. Rome mute. Ses gènes culturels, le droit, la langue, l'architecture, l'Église catholique, l'idée même d'un empire universel, survécurent pendant des siècles, voire des millénaires. Le Saint-Empire romain germanique se réclamait de Rome jusqu'en 1806. La papauté parle encore latin. Les codes civils français, italiens, espagnols sont des descendants directs du droit romain. Et le mot Europe, comme entité politique, a été forgé dans l'héritage intellectuel de Rome. Rome n'est pas tombée, elle est devenue quelque chose d'autre. On arrive à la moitié de cette vidéo et j'espère qu'elle vous apporte autant de plaisir à regarder que j'en ai eu à la préparer. Si ce type de contenu, l'histoire déconstruite, les grandes idées remises en question, vous passionne autant que moi, abonnez-vous et activez la cloche. Je publie régulièrement des vidéos dans cet esprit. Et si vous avez un ami fan d'histoire qui répète encore la version scolaire sur Rome, c'est exactement le moment de lui partager cette vidéo. Allez, on continue, parce que la suite est encore plus fascinante. Depuis les années 1970-1980, quelque chose de fascinant se passe dans les universités. Une nouvelle génération d'historiens, Peter Brown, Brian Ward Perkins, Guy Halsall, Avril Cameron, a complètement bouleversé notre compréhension de cette période. Et leurs débats entre eux sont d'une richesse extraordinaire. D'un côté, l'école dite de l'Antiquité tardive, portée par Peter Brown, voit dans cette période une transformation créative, une renaissance culturelle, un syncrétisme fascinant entre tradition romaine, christianisme et culture germanique. Pour Brown, le IVe et le siècle ne sont pas un déclin. Ce sont les fondations d'une Europe médiévale riche, diverse, bouillonnante d'idées nouvelles. De l'autre côté, des historiens comme Brian Ward Perkins sonnent le tocsin. Son livre « The Fall of Rome and the End of Civilization » est brutal dans son titre et dans ses conclusions. Ward Perkins sort les preuves archéologiques, et elles sont accablantes. La taille des tuiles romaines diminue à partir du VIe siècle, signe que les briqueteries industrielles disparaissent. La vaisselle en céramique fine s'effondre en quantité et en qualité,
Les ossements d'animaux montrent que les animaux domestiques deviennent plus petits, signe de régression des techniques d'élevage. La complexité des bâtiments s'appauvrit. Le commerce longue distance s'effondre. Pour Ward Perkins, il y a bien eu catastrophe. Pas une catastrophe politique, une catastrophe de complexité. Le niveau de vie de la plupart des gens en Europe occidentale a réellement chuté entre le VIe et le VIIe siècle, parfois de façon dramatique. La vérité est probablement entre les deux. La transformation de l'Antiquité tardive est réelle. Les continuités sont indéniables. L'Église catholique, le droit romain, les langues néo-latines, l'héritage intellectuel grec transmis par Rome, tout cela survit. Mais il y a aussi eu une vraie régression de la complexité matérielle dans certaines régions. Des zones qui étaient densément peuplées, urbanisées, commercialement intégrées, sont devenues rurales, isolées, localisées. Ce n'est pas la fin du monde. Mais ce n'est pas non plus une simple réorganisation administrative. C'est une transformation douloureuse, lente, inégale, selon les régions et les classes sociales. Et il y a une dernière question que ces historiens posent, et qui est peut-être la plus vertigineuse de toutes. Si Rome n'est pas vraiment tombée en 476, quand est-elle vraiment morte? Réponse troublante. Peut-être jamais complètement, ou peut-être en 1453, quand Constantinople tombe aux mains des Ottomans, 1000 ans après la date symbolique. Ou peut-être en 800, quand Charlemagne se fait couronner empereur des Romains à Aix-la-Chapelle, signant à la fois la mort de l'idée d'un empire romain universel et sa réincarnation sous forme chrétienne franque. Ou peut-être jamais, parce que nous vivons encore dans son héritage. Et maintenant, permettez-moi de faire quelque chose d'un peu inconfortable. Parlons de ce que tout ça nous dit sur maintenant. Depuis des siècles, des intellectuels, des politiciens, des citoyens anxieux ont regardé Rome et se sont dit « Et si c'était nous ?» Gibbon écrivait en pensant à l'Empire britannique. Oswald Spengler écrivait au lendemain de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, certains pensent à l'hégémonie américaine, à l'Union européenne, à l'Occident en général. Et la tentation du parallèle est forte, peut-être trop forte. Mais voici ce que l'histoire de Rome nous apprend vraiment, si on l'écoute avec honnêteté. Premièrement, les grands systèmes ne s'effondrent pas, ils se transforment. Les empires ne meurent pas d'un coup, ils se redistribuent. Leurs idées, leurs lois, leurs structures survivent bien au-delà de leur disparition politique. La vraie question n'est pas « va-t-on tomber ?», mais « comment va-t-on muter ?» Deuxièmement, la complexité est précieuse et fragile. Ward Perkins l'a montré archéologiquement. La complexité des échanges, des spécialisations, des réseaux, c'est ce qui permet un haut niveau de vie. Et cette complexité peut se simplifier, progressivement, presque imperceptiblement, jusqu'au jour où on se rend compte qu'on a perdu quelque chose d'essentiel. Les chaînes d'approvisionnement modernes, les réseaux financiers interconnectés, les dépendances technologiques globales, ce sont nos routes romaines à nous. Et leur fragilité commence à se révéler. Troisièmement, les récits comptent autant que les faits. Rome a en partie survécu parce qu'elle a réussi à convaincre tout le monde qu'elle valait la peine d'être imitée. Les barbares voulaient être romains. L'Église voulait être l'héritière de Rome. Charlemagne voulait être un nouvel Auguste. Quand une civilisation perd le récit de sa propre valeur, c'est là que le vrai déclin commence. Et c'est peut-être le message le plus important de toute cette histoire. Rome n'est pas tombée parce que ses légions étaient battues, parce que ses finances étaient épuisées, ou parce que ses frontières étaient percées. Rome a commencé à mourir le jour où ses propres élites ont cessé de croire qu'il valait la peine de la défendre. Pas parce qu'elles étaient lâches, parce qu'elles avaient d'autres loyautés, d'autres horizons, d'autres identités. Alors la prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire que notre monde est en train de tomber, rappelez-vous Rome. Rappelez-vous que les grandes transformations sont lentes, complexes et souvent invisibles à ceux qui les vivent. Rappelez-vous que tomber et se transformer sont parfois le même mot. Et demandez-vous, dans 1000 ans, qu'est-ce qui survivra de ce que nous avons construit? Voilà, on vient de passer 30 minutes ensemble à déconstruire l'un des grands mythes de l'histoire occidentale. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, ou même juste provoqué une question, une remise en question, alors elle a rempli sa mission. Ce que je vous propose maintenant, c'est 3 choses concrètes. 1. Si vous avez apprécié cette approche,
L'histoire déconstruite, les idées reçues challengées, la complexité assumée, abonnez-vous. Chaque vidéo est construite avec le même soin, la même exigence. 2. Dans les commentaires, je veux vous lire « Quelle autre grande certitude historique voulez-vous qu'on déconstruise ensemble ?» Le mythe de la Révolution française, la vérité sur la chute de l'URSS, les vraies causes de la Première Guerre mondiale. Dites-moi, les meilleures suggestions inspirent directement les prochaines vidéos. 3. Si vous connaissez quelqu'un, un ami, un collègue, un lycéen, qui pense encore que Rome est tombée en 476 à cause des barbares, partagez-lui cette vidéo. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de l'inviter à regarder le monde différemment. Merci d'être allé jusqu'au bout. Vraiment. À très vite pour la prochaine déconstruction.